Il y a quelques semaines à Paris, dans cet immeuble de la préfecture de police, on prépare une opération d'envergure contre le travail au noir. Dans la salle, plusieurs dizaines de spécialistes de la lutte contre la fraude sont prêts à intervenir. Bonjour à tous, bienvenue à nos partenaires qui vont être aussi avec nous ce jour donc, sur ce contrôle puisque c'est une opération CODAF. Un CODAF, c'est une opération qui mobilise plusieurs services. La police, l'URSSAF, l'inspection du travail et le ministère des Transports. Messieurs, bon courage. Et dames. On est pratiquement une cinquantaine de fonctionnaires sur le terrain, donc oui, c'est une grosse opération pour aujourd'hui. On va débarquer en force sur le premier jour de la Fashion, ça va surprendre beaucoup de monde, je pense. S'ils ont sorti les grands moyens, c'est pour un événement qui va attirer énormément de monde cette semaine à Paris. La Fashion Week, la grand-messe de la mode, une semaine entière de défilés. Mais ce qui intéresse les agents antifraude, ce ne sont ni les mannequins ni les stars venus les admirer. Ce sont ces limousines noires, les fameux VTC, véhicules de transport avec chauffeur, qui conduisent les célébrités de la mode de défilé en défilé. Bonjour monsieur, c'est la police. Bonjour. C'est un contrôle s'il vous plaît. Vous avez fait votre inscription au registre VTC? L'objectif pour Sylvain et Raphaël, deux fonctionnaires de police, c'est de contrôler un maximum de ces VTC durant une semaine. Bonjour monsieur, contrôle de police. Ce chauffeur-là est parfaitement en règle. Mais selon lui, c'est loin d'être le cas de tous ses confrères. Ah, c'est un gros problème, oui. Il y avait des milliers et des milliers de chauffeurs qui travaillaient légalement. Donc effectivement, c'est un problème. Son dernier employeur, c'est Plus il y aura des contrôles comme ça, plus il y aura du travail pour nous, les chauffeurs légaux. Depuis leur apparition il y a quelques années, ces concurrents des taxis ont pris une énorme place dans les grandes villes françaises. Ils seraient près de 30 000 à opérer à Paris. Et le travail au noir serait très répandu parmi eux. Ce matin-là, les policiers vont interpeller un chauffeur salarié d'une société de VTC. Il dit avoir signé un contrat de travail en bonne et due forme. Vous avez signé un contrat? Ouais. Vous avez signé un contrat de travail avec qui? Avec le gérant? Vous avez eu des fiches de paye? Vous avez eu... Pas encore? Vous êtes payé comment? Par virement. D'accord. Un contrat signé, des virements, mais pas de fiche de paye. Voilà qui étonne Sylvain. Pour en savoir plus, le policier consulte les fichiers de l'URSSAF. Le chauffeur y apparaît bien, mais pas pour le compte de l'entreprise qui est censée l'employer aujourd'hui. Donc la recherche par rapport à son nom, à lui, à son identité, au chauffeur. Et donc on trouve son dernier employeur connu, qui n'a rien à voir du tout avec... qui doit être une société de transport, mais qui n'a rien à voir du tout avec la société qui employait monsieur sur le contrôle. Le chauffeur pensait être dans la légalité. Sauf qu'en réalité, son patron ne l'a pas déclaré et il ne paye pas ses cotisations sociales. Ce que je vais faire, c'est une petite audition. Après l'avoir brièvement entendu, les policiers vont laisser repartir ce chauffeur car il est a priori considéré comme victime du travail au noir. Mais plus question pour lui de prendre de clients pour le moment. Ah là non, vous restez en ligne. Vous restez en ligne, vous pouvez pas prendre en charge de client tant qu'il ne vous a pas assuré et tant que vous n'avez pas votre déclaration unique là, faut que vous l'appeliez en votre possession. Les policiers convoqueront prochainement le gérant de la société de transport qui emploierait illégalement ce chauffeur. Le travail au noir, c'est à la fois un fléau et quelque chose de très banal aux yeux des Français. 40% d'entre eux reconnaissent l'avoir déjà pratiqué. Qui n'a jamais payé de la main à la main son plombier, sa femme de ménage ou sa nounou? De petits arrangements qui coûtent très cher à la France. Le travail au noir, c'est 20 milliards d'euros évaporés chaque année. 3 fois le budget annuel d'un grand ministère comme celui de la justice. Car ce sport national est aussi massivement pratiqué par les entreprises. Alors, pour retrouver les milliards d'euros dissimulés, un petit contrôle d'URSSAF. l'État a renforcé ses contrôles et mobilisé plus d'enquêteurs. Messieurs, vous allez descendre, vous rhabiller, vous allez quitter le chantier. Sauf que les fraudeurs sont toujours plus inventifs. La France redécouvre le travail d'enfants et c'est quelque chose contre lequel on veut absolument lutter. Et les nouvelles formes de travail sont une aubaine pour eux. Alors la lutte est-elle perdue pour l'État? Comment font les travailleurs illégaux pour avoir toujours un coup d'avance? Quelles sont les conséquences de ce travail au noir?
Il y a un secteur auquel on recourt quotidiennement près de 3 millions de Français et où le travail au noir est omniprésent. Ce sont les services à la personne. Laetitia est garde d'enfants dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Pour s'occuper de la petite Alma, elle a un emploi déclaré. Mais comme beaucoup de nounous, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai été fille au père pendant 2 ans et que du coup, je n'avais pas de fiche de paye. C'est un couple d'amis qui m'ont trouvé des familles et donc du coup, ça a été fait sans déclarer. Une expérience qui ne lui a laissé que de très mauvais souvenirs. Quand j'ai commencé avec eux, je devais m'occuper que des enfants. Il y avait le linge aussi à faire des enfants normalement et puis finalement après c'est passé au linge de toute la famille, c'est passé au repas à faire pour toute la famille, les courses à faire, après voilà c'était tout, le ménage. Il n'y avait pas de contrat pour encadrer tout ça, donc vous ne pouviez pas leur dire que c'était des tâches que vous n'étiez pas censé faire. C'est ça, que c'était pas censé faire, donc tu fais ce qu'on te dit. C'était vraiment absolument tout. Aujourd'hui, plus question pour Laetitia de vivre cela à nouveau. Il dit « Oh, je me cache ». Elle est désormais salariée d'une agence de garde d'enfants qui, moyennant une commission, la place dans des familles comme celle de la petite Alma. Et ensuite la rémunère en fonction des heures qu'elle a travaillées. Ce matin, Laetitia est justement attendue chez son employeur. Et bonjour Laetitia. Chez Familisphère, le travail au noir est une question très sensible. Dans ce réseau, qui emploie 6000 gardes d'enfants comme Laetitia, la patronne Mina Zanat constate quotidiennement le fléau que cela représente. Est-ce que la candidate qui arrive tout à l'heure a fait des heures au noir? Oui. Elle m'en a parlé brièvement au téléphone, donc c'est quelque chose qui est creusé lors de l'entretien. Si le travail au noir est si répandu, c'est que déclarer des heures de garde a un coût, aussi bien pour une famille qui emploie que pour une salariée. Prenons ainsi le cas d'une garde d'enfants payée au SMIC. 9,88 € brut de l'heure. Pour un temps de travail moyen de 110 heures de garde par mois, cela fait un salaire de 1091 € brut. Brut, car ce n'est pas la somme que la nounou aura au final dans sa poche. Elle touchera seulement 920 €, son salaire net. Entre-temps, elle aura versé à l'État des cotisations sociales. Ces cotisations apparaissent ici, dans la colonne de gauche. Elles permettent de financer les accidents du travail, la retraite, la sécurité sociale ou encore le chômage. Sur un mois, la nounou aura versé 247 € de cotisations et elle n'est pas la seule à payer. Son employeur aura lui donné 181 € en cotisation à l'État, qui empoche au total 430 € sur un mois de garde. Ce sont ces cotisations-là que les clients de l'agence veulent économiser en proposant du cash à leur nounou. Or Mina, lorsqu'elle vend une heure de garde à un client, rajoute sa commission dessus. Si le client paie la nounou de la main à la main, elle ne pourra pas facturer cette commission. Je pense que sur un contrat famille sur 1000 heures, on y perd au moins 30 à 40 heures. C'est entre les sorties, le babysitting, les sorties le samedi, le dimanche, etc. Mais aussi quand on nous dit on fait garder nos enfants lundi, mardi, mercredi, pas le jeudi, le vendredi parce que je me débrouille, je pense qu'il y a un jour qui saute. Qui est payé au noir à l'employé. Je pense sincèrement. Ça représente combien de manque à gagner pour l'agence, vous diriez ? On va dire dans les 500 € sur un mois, 500 €. Pour une seule famille ? Pour une seule famille, largement. C'est énorme. Pour l'agence, ce sont ainsi plus de 20 000 € de chiffre d'affaires qui s'envoleraient chaque année. Allez-y. Pour tenter d'endiguer ce problème, la responsable du recrutement, Mélanie, a décidé de briefer plusieurs de ses nounous, dont Laetitia. Objectif, les convaincre qu'elles ne doivent céder en aucun cas à la tentation du travail au noir. Est-ce que vous avez eu recours à des familles qui vous ont demandé de travailler au noir, de faire du babysitting comme ça ponctuel, de la main à la main? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, tout le monde en fait. Donc au
est toute condamnable. Mais après, la plupart des cas où moi je l'ai fait, c'est vraiment par nécessité financière. C'est parce que j'avais pas le choix. Mélanie sait que ses salariés risquent parfois d'être face à des familles un peu insistantes pour camoufler quelques heures. Vous êtes toutes salariées Familisphère, donc ça c'est votre partie qui est déclarée. Et le vendredi soir, la famille vous demande, vous me faites un petit babysitting supplémentaire, mais bon, je vous le paye comme ça. On ne le met pas sur votre relevé d'activité. D'accord? Vous dites oui, vous dites non? Non. 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 Mais oui, mais parce que vous êtes des bonnes élèves. Pour être certaine que son message passe, Mélanie va conclure en leur présentant les risques du travail au noir. Le Code du travail prévoit pour le travail dissimulé une peine pouvant aller jusqu'à combien de temps, à votre avis, d'emprisonnement? 3 ans. 3 ans, effectivement. Et 45 000 € d'amende. Mais l'employeur, l'employé, tous les deux? Les deux, des deux côtés. Mélanie va aussi leur donner un argument pour refuser des heures dissimulées. Déclarer sa nounou permet aux parents de bénéficier d'une réduction d'impôt de 50%. Donc réduction impôt. Malgré ces avantages, l'emploi chez les particuliers représenterait un tiers du travail dissimulé pratiqué en France. Mais ce qui fait s'envoler le manque à gagner pour les caisses publiques, c'est la fraude des entreprises. Elle coûterait des milliards d'euros. 7% d'entre elles pratiqueraient le travail illégal, notamment dans certains secteurs clés, comme le bâtiment ou la restauration. Mais cet argent qui lui échappe, l'État est bien décidé à aller le récupérer. Depuis quelques années, le gouvernement a donné des moyens supplémentaires aux agents de l'URSSAF, l'organisme qui collecte les cotisations sociales auprès des entreprises, et qui a également une unité entière dédiée à la traque du travail au noir. Dominique est l'un des responsables de ce service en Île-de-France. Il y a 5 ans, il n'avait encore que des moyens limités face aux fraudeurs. En 2012, on devait être 6 inspecteurs. Il y a eu une montée en charge. On est passé à 20 inspecteurs. Et puis, il y a 2 ans, un recrutement à nouveau qui a fait passer l'effectif à peu près 40 inspecteurs spécialisés LCTI, lutte contre le travail illégal. Dominique est le seul de ces inspecteurs dont vous verrez le visage, car leur travail est sensible. Leur mission, prendre les fraudeurs en flagrant délit et leur faire payer de sévères redressements. Et ils battent chaque année des records. En 2017, chaque inspecteur d'Île-de-France a infligé plus de 5 millions d'euros de redressement à des entreprises. Pour traquer le travail au noir, ils ont des moyens d'enquête très poussés. Oui, bonjour messieurs. Même si tout démarre bien souvent par un simple tuyau. Donc vous venez suite au signalement que vous avez fait la semaine dernière, pour donner plus de précision, c'est ça? Oui. Ce jour-là, ce sont 2 salariés qui sont venus dénoncer leur patron. Asseyez-vous. Ils travaillent comme peintres en bâtiment. Quelques chaises. On va déjà vous demander donc une pièce d'identité à chacun d'entre vous. Originaires du Cap-Vert, ils sont installés légalement en France et souhaitent être déclarés. Mais un de leurs employeurs refuse depuis 1 an de leur faire un vrai contrat. Vous indiquez que vous travaillez donc pour un employeur qui n'est pas bien identifié, on va faire le nécessaire. Donc depuis au moins 1 an, tous les 2, 1 an, donc sans obtenir de bulletin de salaire et en étant rémunéré en espèces. C'est ça. Lui l'a dit toujours qu'il va faire contrat. Lui n'a pas dit qu'il n'a pas fait contrat. Lui l'a dit, travail que moi elle va donner contrat. Les inspecteurs peuvent vérifier directement dans leur base de données si les 2 hommes ont un emploi déclaré. Car lorsqu'elle veut embaucher quelqu'un dans les règles, une entreprise doit obligatoirement se signaler à l'URSSAF. Une première fois, avant même l'arrivée de son nouveau salarié, en établissant une déclaration préalable à l'embauche. Sans ce document, personne n'est censé travailler. Mais ce n'est pas tout. Chaque mois, l'entreprise doit également envoyer à l'URSSAF la liste de ses salariés et le montant total de leur salaire. L'organisme calcule ainsi le montant des cotisations que chaque patron doit verser.
Mais pour ces deux ouvriers, aucune trace de la moindre démarche. Bon, lui, monsieur... Donc voilà, d'accord. il n'y a rien. Ils vont donc aller regarder dans le dossier de l'homme qu'ils désignent comme leur employeur. C'est qui cette personne, monsieur? Vous indiquez monsieur... C'est quoi? C'est un salarié? C'est l'employeur? C'est... Vous savez qui c'est? Lui, le patron. Ah, c'est le patron. Je vais regarder s'il a un compte. Le patron cotise effectivement à l'URSSAF. Il y est répertorié comme artisan depuis 2013. Le problème, c'est que depuis 5 ans, il a toujours déclaré travailler seul. Mais effectivement, il n'a pas de compte du tout en tant qu'employeur. Ah, d'accord. Donc apparemment, il déclare absolument personne. Aucun salarié. Il n'a aucun salarié de connu chez nous. Déclaré, voilà. De connu chez nous. Aucune déclaration et donc aucune cotisation sociale versée pour ses salariés. Le plus incroyable, c'est que l'employeur déduit pourtant ces cotisations de leur salaire. En les embauchant, il leur avait promis 100 € par jour, mais il ne leur en verse en réalité que 80. Lui, il payait 5 € pour moi, pour journée. Mais il n'a pas me donné ça. Pour payer les charges. C'est pour ça que lui n'a pas donné 80 € pour moi. Vous avez promis 100 € et après vous avez donné 80 parce qu'il a dit il y a les charges sociales à payer. Oui. Ah d'accord. Mais les inspecteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Ils comprennent vite que c'est quasiment toute son activité que l'entrepreneur dissimule. Alors que les ouvriers affirment qu'il a de nombreux chantiers, il déclare année après année des chiffres d'affaires ridicules. En plus, il ne déclare pas grand-chose, ce que je vois. 2018, il a un chiffre d'affaires de 1 000 €. 2017, il a un chiffre d'affaires de 3 500 €. Il déclare absolument pas grand-chose, que 1 000 € sur 2015. Ouais, c'est dérisoire. L'an dernier, cet entrepreneur n'a ainsi versé que 788 € de cotisation sociale à l'URSSAF. Un rapide calcul suffit aux inspecteurs pour constater qu'il est très loin du compte. Rien que pour ces deux messieurs, une année au SMIC pour chacun d'eux. En gros, le SMIC est à 1 500, à peu près 50% de charge. Vous voyez déjà, à minima, on est déjà pas loin de 15 à 20 000 € de préjudice en matière de cotisation sociale non versée. Mais pour déterminer l'ampleur réelle de la fraude, ils doivent savoir si l'entrepreneur a d'autres salariés non déclarés. Pour cela, il leur faut intervenir en flagrant délit. Problème, les deux ouvriers se sont brouillés avec le patron et ils n'ont aucune info sur les chantiers en cours. Vous n'avez pas la possibilité de savoir où se trouve le chantier actuel de monsieur. Non. J'ai un ami qui travaille avec elle, j'appelle. Ah bah oui, Vous avez compris notre problème? Notre problème, c'est que nous, ce qu'on aurait souhaité, c'est faire aujourd'hui même le contrôle d'un des chantiers de monsieur. Mais si on n'a pas l'adresse, on ne peut pas faire le contrôle. Donc bon, on va être obligé de le convoquer pour voir, mais c'est un petit peu différent. Les inspecteurs vont lancer une enquête qui pourrait leur prendre au minimum 4 à 5 semaines. Mais celle-ci risque d'être compliquée sans flagrant délit. Les investigations débutent souvent ainsi par le témoignage d'un salarié. Mais dans 20% des cas, c'est une dénonciation anonyme qui met l'URSSAF sur la piste du travail dissimulé, comme cette lettre manuscrite qu'ils viennent de recevoir. Je suis locataire, donc apparemment, c'est un locataire de l'immeuble où seraient réalisés ces travaux. Il nous indique l'adresse, au 10 rue. Je vous informe que des travaux y sont en cours par des travailleurs étrangers, dont je doute qu'ils soient déclarés. Donc voilà, bon. Les personnes qui écrivent pour dénoncer une entreprise donnent en général plus de détails dans leur courrier. Cette fois, à part une adresse, les inspecteurs vont débuter leur enquête sans beaucoup d'éléments. On n'a pas le nom de la société, par contre, certains courriers indiquent, alors donc on peut déjà faire des recherches et dire « Oh là oui, c'est vrai qu'il ne déclare pas ». Mais là, on n'a que le site. On aime bien connaître un peu l'importance, c'est-à-dire dans la lettre, il y a 3 ou il y a 20 salariés, parce qu'effectivement, les moyens à mettre en œuvre ne sont pas les mêmes. Là, on est obligé d'y aller sans éléments. Ils décident donc de se rendre sur place, l'après-midi même. Après un discret repérage, ils ont décidé de réaliser le contrôle à 6 inspecteurs. Il y a 3 étages, je crois. Je pense qu'il y a 3 appartements dont les portes sont ouvertes.
Donc effectivement, les récupérer, les faire les descendre. récupère, et on les puis- regroupe, et puis on les regroupe. Voilà, on les regroupe, oui. Leur objectif, éviter que des salariés non déclarés ne puissent prendre la fuite en les voyant arriver. Leur intervention va donc être très méthodique. Faire un petit contrôle d'URSSAF. On va vous demander votre carte d'identité, s'il vous plaît. En quelques minutes, tous les ouvriers sont cueillis, un à un. C'est l'URSSAF, on fait un petit contrôle. 1, 2, 3, 4, 5 salariés. 6. Il y en a un derrière là. Ok. Ils sont 6, apparemment de nationalité pakistanaise. Mais certains n'ont pas leurs papiers avec eux. I'm not a police, not police. Social security. Le travail des inspecteurs n'est pas de savoir s'ils sont en France légalement. Ce qui les intéresse, ce sont leurs cotisations sociales. Pour cela, ils ont besoin de l'identité des ouvriers. Mais certains ne se montrent pas très coopératifs. On a un problème d'identification. Pour lui. Parce qu'il n'a pas de papier. Et puis il donne 36 identités. Voilà. Il y en a 3. Cela a tendance à leur mettre la puce à l'oreille. Car souvent, lorsqu'il y a une fraude intentionnelle, les ouvriers sont briefés pour donner le moins d'informations possible. Et ils ont aussi des réponses toutes prêtes, comme lorsqu'on leur demande quand ils ont commencé à travailler. Bah en fait, apparemment, ils ont tous commencé aujourd'hui. Ah non, il y en a des qui avaient dit. Comme d'habitude. Non mais voilà, on leur pose la question, la réponse, ils ont commencé aujourd'hui. Tous. Vous avez tous commencé aujourd'hui? Oui. Ça, c'est toujours la réponse parade. classique. C'est la réponse Bon, là, classique. par exemple, en tout cas, si c'est pas eux, mais quand on voit l'état d'avancement du chantier, il n'a pas commencé depuis ce matin ou même la semaine dernière. Bon. Cela ressemble fort à une phrase soufflée par un patron pour minimiser un éventuel redressement. Les soupçons des inspecteurs vont vite être confirmés par un coup d'œil dans leur fichier. Aucun des 6 salariés n'y figure. On a contacté les assistantes et il n'y a pas de... Ah bon. Je n'ai pas sur moi. En jargon administratif, cela veut dire qu'il n'y a aucune cotisation versée pour ces salariés. La fraude est donc caractérisée. Pour les ouvriers, la journée est terminée. Bah messieurs, vous allez descendre, vous rhabiller, vous allez quitter le chantier. Voilà. Reste à savoir maintenant si le patron de ces ouvriers fraude pour la première fois ou s'il est coutumier du fait. En épluchant ces déclarations à l'URSSAF, un élément va sauter aux yeux des inspecteurs. Le montant des salaires que l'entrepreneur a déclaré l'année dernière ne correspond pas du tout au nombre de salariés qu'il dit avoir. On est sur une entreprise qui, a priori, quand on regarde nos bases, nous déclare une dizaine de salariés, voilà, avec une masse salariale qui est peanuts, 26 000 €. Donc déjà là, on est dans la cohérence. Sur l'année? Sur l'année. Ça correspond même pas à l'emploi de 2 salariés au SMIC à temps plein. Pour faire avancer leur dossier, les inspecteurs ont accès à tout un arsenal. Ils peuvent solliciter n'importe quel organisme public ou privé et obtenir des informations sur un fraudeur. Et notamment ses comptes bancaires, qui dans le cas de cette entreprise, se sont révélés très parlants. La société a émis beaucoup plus de chèques et de virements que ce que laissait penser son dossier URSSAF. Elle a 2 comptes, l'un affiche 206 000 € de débit, l'autre plus de 280 000 €. Oui, on a 2 comptes. Au total, on arrive à presque 500 000. 500 000 d'écriture au débit. Cet écart énorme avec les 26 000 € de masse salariale déclarée pourrait correspondre à des salaires dissimulés à l'URSSAF. Reste à faire avouer le gérant. Ils l'ont justement convoqué ce matin. Donc c'est qui le gérant? Monsieur, D'accord, c'est bonjour. monsieur le gérant. Et donc vous êtes l'ami qui va parler? Vous êtes l'interprète. D'accord, l'interprète. Le gérant, d'origine pakistanaise comme ses salariés, ne parle pas français. Il s'est fait accompagner par un traducteur. Pour le confondre, les inspecteurs vont procéder à un interrogatoire en bonne et due forme. Il est suspecté d'avoir commis une infraction. Hein. Il a compris ça. Alors l'infraction en question, c'est le travail dissimulé. D'accord? Comme pour une audition de police, cela commence par la lecture de ses droits.
Vous avez la possibilité de faire des déclarations, de répondre aux questions qui vous ont posées ou de vous taire. C'est bon? Alors vous avez besoin de combien de personnes pour que votre société fonctionne correctement? Vous lui dites que je ne travaille pas beaucoup maintenant. Besoin de 4-5 personnes. 4 à 5 personnes? Oui, c'est bon. Est-ce qu'il sait à peu près son chiffre d'affaires qu'il a fait, par exemple, en 2017? Lui, il dit que pour moi. Voilà, par mois. Oui, par mois, 10-15 000 par mois. À en croire le gérant, sa société serait très modeste. Les inspecteurs ne semblent pas dupes et ils vont vite durcir le ton. Moi, je voudrais vous poser une question, monsieur. Et c'est très important comme question, ça. Très important. Est-ce que tous les salariés que vous faites travailler sont déclarés? Oui, lui, il dit, j'ai fait déclarer tout. Donc, je repose la question, est-ce qu'il déclare bien tous ses salaires? Oui, lui, il dit que j'ai fait bien ça. Le gérant nie tout travail au noir. Évidemment, ce qu'il ignore, c'est que les inspecteurs ont en leur possession ces relevés de compte. On va parler de choses sérieuses. Voilà. Donc ça, c'est la Société Générale. Ça, c'est la Banque Populaire, BNP. Donc maintenant, il faut qu'ils nous disent la vérité. Donc je pense qu'il y a des salaires qui ont été versés et qui n'ont pas été déclarés. C'est dans son intérêt de nous dire la vérité. Le problème pour le chef d'entreprise, c'est qu'il a été imprudent. Sur ses comptes, il a clairement libellé de nombreuses sorties d'argent en tant que salaire. Il persiste pourtant à nier, évoquant des paiements à des sous-traitants. Lui dit sous-traitant ça. Mais non, monsieur, non. C'est écrit salaire. C'est pas sous-traitant. Là, salaire. Non, monsieur, il nous raconte n'importe quoi, là. Hein. À mon avis, ça va mal se passer pour lui, quand même. Là, hein. Parce que là, il nous raconte n'importe quoi. Les inspecteurs estiment que ce gérant pourrait avoir fraudé jusqu'à 200 000 € de cotisations sociales. Il repart pourtant après 2 heures d'audition, sans avoir lâché le moindre aveu. Merci beaucoup. De rien. Hein. Vous allez peut-être pas me dire merci longtemps. Hein. Son dossier va être maintenant transmis à la justice. Si le délit de travail dissimulé est avéré, il encourt jusqu'à 3 ans de prison. En 2016, l'URSSAF a infligé plus de 550 millions d'euros de redressement à des entreprises. Un chiffre record, mais un peu trompeur, car de nombreux patrons s'arrangent pour ne pas être solvables. Tout l'enjeu est d'arriver à les faire payer le plus vite possible. Si le contrôle se fait rapidement, mais si le traitement du dossier met 2, 3, voire 6 mois, effectivement, on réduit les chances de recouvrement. Donc surtout sur ce type d'employeur, dont la finalité, pour la grande partie, c'est de frauder. Donc il faut être très réactif à tous les niveaux. Aujourd'hui, à peine 20% des sommes réclamées arriveraient réellement dans les caisses de l'État. Pour faire mieux, l'URSSAF a donc également recruté des agents spécialisés dans le recouvrement. Et il leur a donné tous les moyens pour y parvenir. Quand on a affaire à des fraudeurs, il y a des procédures spécifiques donc de recouvrement forcé. Ça veut dire des saisies? Ça veut dire des saisies bancaires, des saisies de véhicules, donc des saisies même conservatoires. Mais ces inspecteurs voient aujourd'hui arriver face à eux de nouvelles formes de travail, plus difficiles à contrôler. C'est ce qu'on appelle l'ubérisation. Des emplois moins réglementés, des travailleurs indépendants et au final, de multiples abus. Parmi les nouveaux terrains de jeu des fraudeurs, la livraison à domicile. Depuis quelques années, si vous habitez en ville, vous avez certainement croisé ces cyclistes un peu bizarres qui portent de gros sacs sur le dos. Jean-Daniel est l'un d'entre eux. Mais à 22 ans, il est surtout le président du CLAP, un syndicat de coursiers qui milite contre les dérives de la profession. Et voilà pour vous. Bon appétit, bonne journée, au revoir. Pour comprendre ce qu'il dénonce, il faut d'abord connaître le fonctionnement de ce travail un peu particulier. Sur son téléphone, chaque coursier se connecte sur l'application d'une société de livraison. Il y possède un compte avec toutes ses informations personnelles. Là, il y a mon compte où on voit bien apparaître mon prénom, mon nom, mon numéro de téléphone, mon adresse mail
et le siège social de mon auto-entreprise. Il y a aussi une photo. Et il y a aussi une photo pour confirmer l'identité. Grâce à cette interface, Jean-Daniel est identifié lorsqu'il travaille comme coursier. Là, il y a une course. Du coup, j'ai juste accepté la course. Ça me donne l'adresse, c'est juste à côté. Avec l'adresse du restaurant, Jean-Daniel récupère le repas à livrer. 82,7. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Il n'y a plus qu'à mettre la commande dans le sac, avenue Clichy. Ok, c'est parti. 2 kilomètres de plus à pédaler. Oui, bonjour, c'est le coursier pour Uber Eats. Merci. Et 14 minutes plus tard, le client peut déjeuner. Et voilà, la commande est livrée. Dès la fin de la course, Jean-Daniel reçoit un relevé sur son téléphone. Montant de sa prestation, 6,43 €. Mais ce n'est pas vraiment ce que va toucher le coursier. Cette plateforme de livraison prélève une commission de 25%. Ce sont les frais d'1,61 € ici. Au final, il ne reste que 4,82 € dans la poche de Jean-Daniel. Et c'est comme ça pour toutes ces livraisons. Vous avez fait combien de courses alors là ce midi? De midi à 14 h, j'ai fait 3 courses pour à peu près 11 €. 11 € les 3 courses. 11 € les 2 heures, ouais. Jean-Daniel est étudiant en droit. Il ne consacre que quelques créneaux par semaine à la livraison. En revanche, un coursier qui travaille à temps plein peut gagner bien plus d'argent une fois déduite la commission de la plateforme. Et sur un mois, qu'est-ce que ça peut rapporter combien? Ça fait à peu près 2000 €. 2000 € à vélo. L'argent nous est versé sur notre compte, mais il faut savoir qu'il y a un quart qui part pour l'URSSAF. Quand un coursier à vélo touche 2000 € par mois, en réalité, 1500 € sont vraiment pour lui. Jean-Daniel verse donc 25% de cotisation sociale sur ses revenus. Et s'il paie lui-même ses charges, c'est parce qu'il est auto-entrepreneur. Petit rappel, dans une entreprise qui embauche des salariés, toutes les cotisations sociales sont prélevées sur les salaires. Mais les coursiers, eux, sont des travailleurs indépendants. Du coup, la plateforme de livraison se contente de payer une prestation aux coursiers. Ce sera donc à lui de déclarer ensuite ses revenus à l'État et de payer dessus ses cotisations sociales. Jean-Daniel déclare tous ses revenus de coursier. Mais comme il est aussi président de son syndicat, le CLAP, il connaît tous les travers de cette profession. Et selon lui, le statut d'auto-entrepreneur facilite le travail dissimulé. Beaucoup de personnes en profitent pour tricher et passer entre les mailles du filet. C'est-à-dire? Il y a énormément de gens qui ne payent pas leurs charges sociales en réalité. Énormément de coursiers, une majorité de coursiers. Et comment vous le savez, vous, ça? Parce qu'ils le disent et ils en sont assez fiers en réalité. Le problème, c'est que le non-paiement des cotisations sociales est loin d'être la seule dérive du métier. Et certainement pas la plus grave. Le syndicaliste va nous révéler l'existence d'un vaste trafic qui exploite une main-d'œuvre fragile. Tout commence par des messages postés sur les réseaux sociaux. On peut voir par exemple beaucoup de personnes qui demandent de louer leur compte à un tiers, ce qui est complètement illégal vu que c'est du travail au noir. C'est comme là par exemple sur une page de coursier, il y a quelqu'un qui propose de louer son compte pour pouvoir faire du travail au black. On m'a parlé de louer son compte sur Uber Eats, si c'est possible, je mets à louer le mien. En quelques clics, nous avons pu nous aussi trouver ces annonces de personnes qui proposent des comptes à la location et d'autres qui cherchent à les louer. Je cherche quelqu'un qui a un compte Deliveroo ou Uber pour bosser avec. En louant un compte qui ne leur appartient pas, ces personnes travaillent au noir. Voilà comment fonctionne ce système. Un individu qui souhaite travailler loue le compte d'un coursier. Du coup, il usurpe son identité et effectue les livraisons à sa place. À la fin de la journée, le propriétaire du compte reverse au locataire du compte en argent liquide le montant de ses courses, en prélevant au passage une commission pour la location. Quant aux cotisations sociales que devrait en principe verser le propriétaire du compte, beaucoup ne les paieraient pas.
Et ça part comme des petits pains en plus. Il suffit d'écrire un message privé et en l'espace d'une heure ou deux, le compte est loué. Si ces personnes louent des comptes pour devenir coursiers, c'est qu'ils n'ont tout simplement pas le droit de travailler. Il y a énormément de sans-papiers ou de mineurs qui n'ont pas les conditions requises, soit au niveau des papiers, soit au niveau de l'âge, et qui, du coup, sont obligés de louer des comptes pour pouvoir travailler. Et ça, c'est vraiment monnaie courante? C'est monnaie courante et c'est même affolant à quel point il y a énormément de sans-papiers et de mineurs sur les routes. C'est même eux qui travaillent le plus en réalité. Avec son syndicat, Jean-Daniel tente d'alerter sur ces pratiques illégales, car selon lui, les plateformes de livraison comme les autorités manqueraient de vigilance. Ce que le CLAP espère, c'est de pouvoir renforcer les contrôles au niveau des coursiers pour éviter qu'il y ait de telles situations qui existent encore en France au XXIe siècle. La France redécouvre le travail d'enfants et c'est quelque chose contre lequel on veut absolument lutter, quoi. Pour réussir à approcher ces mineurs et décrypter ce trafic, il faut filmer en caméra cachée. Devant un restaurant, des coursiers discutent et l'un d'entre eux, à gauche, nous semble très jeune. T'es majeur, toi hein? T'es majeur? T'as 4 filles. Comment t'as fait? T'as mon grand frère. Ah putain. T'as pas l'année, hein? Là, je suis en 3e. Je suis redoublé. T'as arrêté l'école ou pas? Je suis viré. Mais là, tu fais ça à plein temps. Ouais. Tu fais combien d'heures? Ça dépend. Là, j'en fais. Là, ok, je fais 1100 balles. Sur le mois? Ouais, sur le mois, ouais. C'est un accident ou quoi? Tu fais comment? Mais non, il fait attention. Moi, je suis content. Même les stars, ils me disent rien. Ce coursier de 14 ans repart livré en scooter. En poursuivant nos recherches, nous allons nous rendre compte que le travail illégal des coursiers est devenu un véritable business. Dans un autre quartier de la capitale, un groupe attend non loin d'un restaurant. C'est jeune, mais t'as quel âge? 18 ans. Ma même pas, c'est une fille de droite. Tu sais pas? Depuis 17 ans, je fais. Depuis 17 ans? Je fais des bénévoles. Ok. Ce coursier avoue qu'il travaille lui aussi illégalement sur le compte de son frère depuis qu'il a 17 ans. Et pour ne pas se faire contrôler, il est prêt à prendre tous les risques. T'es accidenté en tant que mineur, genre si t'avais un accident ou quoi, tu faisais comment? Moi j'ai déjà pris d'accident plein de fois. Donc t'as eu un accident, tu fais ta fiche. Ouais, mais ça m'arrive souvent, t'as vu, en mode là, je suis en tête, là, en mode je tape une voiture, en mode je serais trop vite, bam, je me prends, je me frappe. Je prends ma place. Il y a beaucoup de mineurs qui font ça? Je suis pas de mineurs, mais Et à entendre ces coursiers, le travail des mineurs aurait même certaines vertus. Les filles de mon quartier, ils arrivent à arrêter la piste à côté, ils font des livrettes. Il y en a, ils font des business extra maquettes. Nous découvrons alors que ce n'est pas à ces mineurs que le travail au noir rapporte le plus, mais bien à ceux qui leur louent les comptes. Comme ce deuxième homme qui rejoint notre conversation. J'ai même un compte de l'autre, j'utilise pas. J'ai essayé un pote. Tu touches rien aussi? Mais non, mais moi je prends vite fait, tu vois, je prends 30%, quoi. Cet homme prélève une commission de 30% sur les revenus du coursier qui travaille au noir sous son identité. Un business totalement illégal. Pourtant, ce jeune homme répète son arnaque sur plusieurs plateformes de livraison. Personne ne le contrôle. Ce qui est bien avec Uber, c'est que tu peux changer de numéro de téléphone, parce que tu peux changer de numéro de téléphone. Ouais. Et à partir de là, tu peux le donner à qui tu veux. Moi, j'ai Foodora aussi. Ah ouais? J'ai mis un mec dessus, je prends 50%. 50%? Genre, je fais rien, j'ai 1600 le mois. Ouais. Nous avons contacté les plateformes de livraison citées par ce fraudeur. Elles nous ont répondu qu'elles mentionnent explicitement dans les conditions générales d'utilisation que ce type de fraude est rigoureusement interdit. Ces conditions générales sont signées par chaque coursier lors de son inscription. Voilà ce qu'on peut lire par exemple sur le site d'Uber. Le service n'est pas ouvert aux personnes de moins de 18 ans. Mais aussi, vous ne pouvez pas céder ou, quoi qu'il en soit, transférer votre compte à toute autre personne ou entité. Uber nous affirme également radier les coursiers fraudeurs pris sur le fait. De son côté, l'État, lui, a commencé à faire le ménage. En 2019, ces plateformes devront transmettre les revenus de leurs utilisateurs au fisc. Une mine d'informations pour traquer les fraudeurs, mais la tâche s'annonce colossale.
Il faudrait avoir les moyens de contrôler ces auto-entrepreneurs, un à un. Bref, les contrôleurs de l'État ont encore du pain sur la planche.